démarrer par rapport au chronogramme qui nous a été remis aujourd'hui. Je vais très rapidement faire un passage panoramique par rapport au genre littéraire. Mais il m'a été précisé véritablement de commencer par le roman. Et après, je vais donner la parole à mon camarade, collègue M. Boudian, pour qu'il puisse apporter quelques clarifications par rapport à la poésie. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est le genre littéraire de roman. Parler du roman, certes, peut paraître facile pour nous, mais difficile pour les élèves en classe de terminale. Parce que ce n'est pas du tout évident. Avec les aléas, peut-être, les paramètres sur lesquels vous vous préparez pour aller affronter cet examen, avec la pression et autres, il arrive parfois que les élèves se bouleversent ou bien sont un peu dépaysés. Donc, nous allons vous présenter aujourd'hui le roman en tant que genre littéraire. Le roman en tant que genre littéraire, au contour flou, pour l'essentiel par une narration fictionnelle, plus ou moins longue. C'est ce qui va lui permettre de se distinguer de la nouvelle. Mais très vite écrit en prose, à la fin du XIIe siècle, le roman peut se définir par sa destination et sa lecture individuelle. Qu'est-ce qu'on veut dire par sa destination et sa lecture individuelle? C'est parce que, à la différence du conte ou de l'épopée, qui relève véritablement de la transmission orale. Au fil véritablement des siècles, comme je l'avais dit, nous sommes au XIe siècle, le roman est devenu un genre littéraire dominant par la pluralité et la multiplicité de ses sous-genres qui soulignent son caractère polyforme. Nous allons axer notre exposé aujourd'hui, ce n'est pas la peine de revenir sur les techniques romanesques et certaines caractéristiques. Je vais m'appesantir tout simplement sur les fonctions véritables du roman. Mais je ne peux pas aussi parler véritablement des fonctions du roman sans revenir un peu sur l'étymologie du mot roman. Au Moyen-Âge, roman signifie romance. Il peut traduire peut-être des paroles plaisantes, agréables à entendre. Mais le roman provient de vulga. Vulga qui veut dire la langue vulgaire utilisée, c'est le peuple par opposition à la langue gréco-latine utilisée par peut-être les noms. Ainsi, à partir du XVIIIe siècle, le roman va s'ouvrir avec la naissance de la pensée critique, c'est-à-dire la sophia, l'amour, la sagesse, l'esprit critique, des lumières. Le roman va s'ouvrir à d'autres fonctions, telles que la fonction instructive et la fonction véritablement didactique. Parce que c'est par rapport à un besoin humain qui s'est présenté au XVIe siècle, excusez-moi, au XVIIIe siècle. Parce qu'au XVIIIe siècle, avec la naissance de la pensée critique, on a pensé véritablement découvrir toute la naissance peut-être de la pensée multidimensionnelle avec la naissance de l'encyclopédie. On se croyait véritablement mettre tout à la lumière. Toutes les questions existentielles ont été abordées, je parle sous le contrôle du professeur de philosophie qui est là. Toutes les questions existentielles ont été battues en brèche par la philosophie, les philosophes des Lumières au XVIIIe siècle. Mais je disais tantôt que le mot roman, étymologiquement, peut signifier romance qui veut dire parole plaisante, agréable à entendre. C'est à partir de ce moment-là que le roman va embrasser véritablement sa première fonction qui se trouve être la fonction de divertissement. En quoi peut-être le roman peut signifier divertissement? Il s'agit tout simplement de faire ce qu'on appelle la clarification conceptuelle. Quand on vous donne une notion par rapport à la littérature, il faudrait remonter et essayer de faire une clarification
conceptuel, du concept qui fait l'objet d'étude, à partir de ce moment-là, on pourra peut-être comprendre le terme utilisé. Divertissement veut dire évader. Évader veut dire amuser. Amuser veut dire épanouir. Épanouir veut dire décompresser, détendre, distraction. Donc, toutes ces notions-là renvoient véritablement au champ lexical du divertissement. En quoi peut-être le lecteur se divertit-il dans le roman? Ça, c'est par rapport à la première fonction. Je m'ouvre pour citer un écrivain du nom de Julien Gracq qui disait que le roman n'est que rêverie et sublimation. Donc, on peut s'appesantir sur cette position du roman par rapport à Julien Gracq pour essayer de définir véritablement ce qu'est le divertissement. L'homme a besoin de se divertir parce que l'homme est un être naturellement ennuyant. Nous avons le stress en nous. Nous avons des soucis en nous. Nous avons les peines qui sont en nous, qui peut-être parfois sont naturelles ou bien peut-être sont conditionnés par les aléas de la nature, c'est-à-dire ce qui nous vient du monde extérieur. Donc, face à ce silence traumatisant, la condition humaine, l'être dans son être le plus profond, l'homme a besoin au moins, ou bien sans le besoin d'aller se départir de tous ces ennuis-là. Nous avons aussi les craintes des labeurs que nous traversons parfois dans la journée, notamment les conditions d'amélioration de notre vie. Je veux dire les travaux, les contraintes du travail, qui font que parfois, après avoir traversé des moments difficiles, nous avons besoin au moins de nous divertir. Maintenant, comment se divertir à travers l'écriture romanesque? La plupart de ces écrivains-là, de ces romanciers-là, qui ont accès leur thématique, leur fonction dans le divertissement, ils essaient de puiser dans la profondeur de l'être humain certaines caractéristiques qui pourront être mises en exergue et les opposer par rapport aux soucis afin de divertir l'être humain. Et c'est dans ce sens véritablement que nous allons puiser la profondeur, la quintessence, l'essence même véritable de la citation de Julien Gracq qui disait que le roman n'est que rêverie et sublimation. Sublimer veut dire divertir votre fort intérieur, votre émoi, votre tréfonds. C'est-à-dire libérer vos sensations intérieures, vos désirs et les plaisirs qui peut-être sont bouleversés par les turpitudes de la pesanteur des difficultés de la vie du monde extérieur. Donc, c'est dans ce sens-là véritablement qu'il dit que le roman est un moyen important qui est capable véritablement de nous procurer des forts moments de divertissement. Et ce sont ces divertissements-là qui vont permettre à l'être humain de se départir de l'ennui, de se départir peut-être des influences peut-être inconscientes, de se départir de ses soucis, de se départir de toutes sortes de bouleversements venus du monde extérieur. Donc, je peux citer en Bresse d'autres écrivains qui ont aussi intervenu dans la même perspective que Julien Gracq, des écrivains tels que Julien Green qui dit que le roman est une fenêtre par laquelle on peut s'évader. On peut citer aussi Guy Descartes qui dit que le romancier n'a pas à délivrer de message, le roman c'est tout simplement l'évasion. Ça c'est par rapport à la fonction de divertissement, qui se trouve être la première fonction du roman. Mais permettez-moi de faire un feedback, un retour en arrière, parce qu'avant d'aborder véritablement les fonctions, il faudrait que je vous parle d'une caractéristique, d'une conception importante du roman qui se trouve être le roman en tant que miroir du réel. Donc on peut-être confond les véritables fonctions du roman et
la représentation de la réalité qui n'est pas essentiellement une fonction du roman, mais qui se trouve être une caractéristique. Parce que miroir de la réalité, c'est certes un aspect très important du roman, mais qui n'a pas été véritablement placé parmi les fonctions essentielles du roman. Qu'est-ce que le miroir de la réalité? En quoi le roman s'est préoccupé de cette fonction, de cette caractéristique qui se trouve être le miroir de la réalité? Depuis le Moyen-Âge, la période Moyen-Âge, en passant par la Renaissance, le XIIe siècle, jusqu'à la Renaissance, il s'est trouvé que le roman se trouve être le genre de plus proche de la société. C'est à partir de ce moment-là que le roman ne peut pas ne pas s'impliquer dans les affaires de la cité. Dans son implication véritablement dans les affaires de la cité, la première conception du roman, c'est de se trouver être de répondre à un besoin social. Et autrement dit, on ne peut pas répondre à un besoin social sans représenter véritablement ce qui est en train de se dérouler dans la société. En ce moment-là, véritablement, le roman s'est trop tôt rattaché à la vie, au vécu, à l'expérience humaine, en se préoccupant véritablement de représenter tout ce qui se passe dans la société. Et ce roman-là va être défini par peut-être un autre écrivain